pour ne pas perdre de temps. Et donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire qui est dédié à la thématique suivante, donc accélérer la transition agroécologique des oléoprotéagineux grâce au numérique. Donc, ce webinaire, il est co-organisé par Sophie Protéol, la digitale, Terrinovia. Et donc, on aura le plaisir d'écouter aujourd'hui Antoine Dolton, directeur innovation et filière chez Sophie Protéol, Frédéric Mouvier, donc secrétaire général de la ferme digitale, Julie Hauck, directrice de la data et de l'innovation numérique chez Terrinovia, et donc moi-même, Camille Jouan, chargée de projet innovation et filière chez Sophie Protéol. Donc, avant de commencer, quelques consignes. Donc, pour le confort de tous, merci de couper vos micros pendant les différentes interventions. Il y a une session de questions-réponses qui est prévue donc, à la fin du webinaire. Et il y a également donc, le chat qui est disponible pour que vous puissiez, tout au long de la session, poser vos différentes questions. Donc, ce webinaire, il s'organise autour de 4 grands temps forts. Donc déjà, la force du collectif, donc comment nos 3 structures, que sont Sophie Protéol, la ferme digitale et Terrinovia, conjuguent leur expertise pour accélérer l'innovation. Ensuite, le deuxième temps fort donc, sera dédié à la compréhension des enjeux de la filière des oléoprotéagineux, avant de finir sur donc un gros focus sur l'appel à projet. Donc pouvoir vous présenter les objectifs, les modalités et les critères de sélection avant de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Antoine pour initier et représenter cette force du collectif. Super, merci beaucoup Camille. Bonjour à tous déjà et merci de votre présence aujourd'hui, de votre intérêt pour l'appel à projet. Un petit mot pour vous illustrer la force du collectif autour de cet appel à projet qui mobilise 3 partenaires menés par Sophie Protéol. Un petit mot sur la filière Oléopro. Camille aura l'occasion de vous détailler juste après plus sur la partie nos enjeux aujourd'hui les plus prégnants, mais pour bien qu'on parle tous de la même chose, donc la filière Oléopro, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur de la graine jusqu'à l'assiette, et qui s'organise quelque part autour de quelques grands acteurs. Donc on a tous les acteurs de l'amont qui vont permettre à l'agriculteur de produire ses oléopros. Donc on pense aux semences, on pense au biocontrôle, à tous les autres intrants, les engrais, et également toutes les solutions numériques qui sont l'objet aujourd'hui de l'appel à projet, évidemment, qui vont permettre à l'agriculteur de bien produire, de mieux produire. Et de continuer à produire demain, on le verra, dans un contexte de changement climatique. Et j'anticipe un peu sur la suite. Après ce maillon de l'agriculteur, on va retrouver toute la partie collecte, évidemment, avec les partenaires OS, organismes stockeurs, et puis ensuite toutes les transformations. Donc la première, la seconde transformation, puisque ces graines d'Oléopro. Donc Oléopro, on parle à la fois des huiles, hein, le colza et le tournesol, mais aussi de tous les protéagineux, donc légumineuses, légumes secs. Donc ces matières premières vont être transformées, vont donner pour la partie huile du tourteau et de l'huile, et pour les protéagineux, de la protéine. Et puis, on va avoir des valorisations des marchés finaux qui vont être très variés, hein. On ne parle pas uniquement de l'alimentation humaine, on y pense évidemment en premier lieu, mais on n'a pas que ça. On a également tout ce qui est alimentation animale, j'évoquais les tourteaux. On a aussi tout un axe de valorisation autour de l'énergie, puisque vous devez le savoir, les huiles sont également beaucoup utilisées aujourd'hui en biodiesel. Et évidemment, sans oublier la partie produits biosourcés, là on va chercher à remplacer typiquement des produits d'origine pétro-sourcée par des produits biosourcés. Voilà un peu pour cette organisation de filière. Un petit mot sur Sophie Protéol. Sophie Protéol, déjà peut-être pour vous remettre en contexte, Sophie Protéol, le mot peut paraître un peu bizarre, mais ça veut bien dire société de financement des protéagineux et des oléagineux. Donc Sophie Protéol, c'est une société de financement qui a été créée par les agriculteurs pour les agriculteurs au début des années 80. Et avec un motto qui est toujours d'actualité, qui est l'engagement durable.
puisque Sophie Protéol se veut investir sur le long terme au service avant tout des agriculteurs hein, et de l'agriculture française. Le but est de structurer un écosystème vertueux et pour ça, il y a une emphase très très forte sur l'innovation. Donc, Sophie Protel, son activité principale, c'est un rôle d'investisseur dans des structures matures de l'écosystème, hein, pas des startups. Mais néanmoins, l'innovation n'est pas en reste, puisque Sophie Protel est également mandataire de gestion d'un fonds dédié, le Fonds d'action stratégique pour les oléoprotéagineux, qui est doté de 15 millions d'euros sur 3 ans, donc à peu près 5 millions d'euros par an, et dont le mandat est d'aller investir non pas dans des sociétés, mais sur des projets collaboratifs à impact fort pour la filière oléopro française. Et donc c'est dans ce cadre-là, et c'est avec ces fonds-là, que nous lançons aujourd'hui la 3e édition de cet appel à projet dédié au numérique agricole, le numérique qui est au cœur de l'ensemble des enjeux que Camille pourra vous décrire un peu plus tard. Voilà pour Sophie Protéol en quelques mots. Camille, tu es en mute. Excusez-moi. Ce que je disais, c'était merci Antoine, et que je laissais maintenant la parole à Julie, si Julie est bien présente, parce que j'avoue que j'ai du mal à voir l'ensemble des participants. Salut, Camille. T'es là. On est nombreux et tant mieux, du coup ça fait plaisir. Donc je suis là, en tout cas j'ai allumé ma caméra. J'espère que vous m'entendez bien. Tant mieux si on est nombreux justement et si on s'y perd. Donc Terre Innovia, nous, voilà, on participe aussi à cet appel à projet, on est très intéressés. On est l'Institut technique de référence des professionnels de la filière et des huiles des protéines végétales. Donc concrètement, nos cultures, si on doit les citer, il y a un petit encart là où on voit, donc on parle du colza, du tournesol, du pois chiche, de la lentille, du soja, du chanvre, de la févrole, du lin et du lupin. Il peut y en avoir d'autres petites dont on a de l'expertise. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de faire de la recherche appliquée et de faire du développement et du transfert indépendant. Donc vous le voyez sur nos implantations dans le territoire, on est très présent sur le territoire. On se répartit notamment sur les bassins de production principaux des oléopros et également sur des territoires où il peut y avoir pas mal d'écosystèmes de recherche justement où on cherche à faire le lien entre le terrain et la recherche académique. Et donc notre mission, c'est vraiment d'accompagner les producteurs pour les aider à faire évoluer les systèmes de production vers plus de diversification, vu la diversité des cultures que l'on couvre et la durabilité. Donc c'est des enjeux forts aujourd'hui, en gardant en tête que l'on cherche à rester compétitif, à ce que les producteurs puissent être compétitifs sur le marché. Donc, on a plusieurs rayons d'expertise. Ça va de l'agronomie à la phytopathologie, donc elles sont citées en dessous. On a aussi de l'expertise en économie, agroéconomie. On fait beaucoup de méthodes et notre cœur de métier, c'est quand même l'expérimentation végétale où on est sur le terrain et le transfert, bien sûr, parce qu'on a un contact très fort avec les agriculteurs. Et donc, on est toujours à la recherche, au-delà de la recherche académique, nous-mêmes, on recherche des nouvelles idées, on travaille avec le public, le privé, les startups, on est dans plusieurs écosystèmes. Et donc, c'est pourquoi on porte particulièrement avec Sophie Protéol et la ferme digitale cet appel à projet aujourd'hui. Merci Julie. Je laisse maintenant la parole à Frédéric pour représenter la ferme digitale. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis là avec la casquette de ferme digitale, effectivement, pour vous dire qu'on est ravis de cette 3e appel à projet. La ferme digitale, effectivement, depuis le début, se porte aussi le relais de cet appel à projet au sein de nos membres, que sont des startups pour la plupart, 90. On a des partenaires aussi qui nous ont rejoints. Donc beaucoup de startups sont probablement connectées ici pour prendre connaissance de cet appel à projet. Les lauréats de cet appel à projet seront aussi annoncés lors du SIA 2026 sur le stand de la ferme digitale, qu'on est en train de préparer un beau SIA aussi pour cette année. Et Roman, il travaille activement en ce moment pour les 10 ans d'ailleurs de l'association, à préparer un beau SIA au cours duquel on présentera les lauréats de cet appel à projet. Je rappelle rapidement donc la ferme digitale, les défis majeurs, hein, c'est augmenter le revenu agricole, rendre le métier le plus attractif et allier la performance et le respect de l'environnement. Les membres agissent ensemble hein, sur toute la chaîne de valeur, production, stockage, distribution,
consommation. Je disais tout à l'heure, on a 130 membres, dont 90 startups, 40 partenaires, et des groupes de travail. Donc, depuis l'année dernière, on a démarré 4 groupes de travail. Moi, je m'occupe plus particulièrement du groupe de travail élevage, mais on a 4 groupes de travail, un sur la data, un sur l'élevage, un sur l'eau, et sur recherche-développement transfert, dont participent tous nos membres, partenaires et startups. Et l'idée, c'est à la diversité des profils qu'on a au sein de la ferme, de pouvoir le mettre en collectif, justement pour faire avancer sur ces différents projets. Et puis des hackathons aussi, qui ont lieu régulièrement au sein de l'agriculture maintenant. On en fera un autre aussi pour l'année prochaine sur la partie notamment IA, hackathon qui aura lieu l'année prochaine au CIA. Voilà, pour la présentation de la ferme digitale. Bien. Merci Frédéric, merci Julie et merci Antoine d'avoir pu représenter effectivement les 3 structures que sont Sophie Protéol, Terre Innovia et la ferme digitale, donc partenaires de l'appel à projet dédié au numérique. Donc effectivement, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter le nouvel projet qu'on lance cette année. L'idée, c'est de pouvoir mobiliser les acteurs du numérique face aux enjeux de notre filière Oléopro, dont Julie et Antoine parlaient juste avant. Donc, c'est vraiment de pouvoir soutenir la réalisation de cas d'usage concrets qui vont permettre de démontrer la pertinence de l'approche des acteurs numériques intéressés ou de leur technologie, en bénéficiant justement du vaste champ d'applications qu'offre aujourd'hui la filière des Oléopro. Et donc, on a aujourd'hui prédéfini 3 grandes thématiques prioritaires qu'on cherche justement à adresser au niveau de la filière. Donc, c'est l'adaptation au changement climatique, l'amélioration de la traçabilité pour améliorer notamment la rémunération des agriculteurs, et enfin, donc, la recherche d'alternatives aux produits phyto pour la gestion des bioagresseurs. Et donc pour cela, ce qu'on vous propose, donc il y a déjà un accompagnement financier avec une enveloppe de 250 000 € qui est allouée à cet appel à projet pour soutenir donc 2 à 5 projets, ce qui représente un montant par projet de 50 à 125 000 €. Et donc il n'y a pas que l'investissement financier, il y a aussi, je dirais, tout l'accompagnement porté justement par Terre Innovia, du fait de son expertise agronomique, mais aussi accompagnement de la ferme digitale de par son expertise numérique et entrepreneuriale, pardon. Et enfin, donc l'accompagnement de Sophie Protéol avec donc sa vision filière et son savoir-faire en termes de financement de l'innovation. Donc, sans plus attendre, je vous propose de plonger directement dans les enjeux de la filière oléoprotéagineuse, avec vraiment l'objectif que vous puissiez les comprendre et vous les approprier pour pouvoir déposer des projets qui soient les plus en phase, je dirais, avec nos besoins. Donc, la première thématique, c'est le changement climatique. Donc, il faut savoir qu'au travers d'une étude qui a été réalisée avec AXA Climate, donc la filière Oléopro s'est emparée du sujet pour essayer justement de comprendre et de se forger une vision sur l'évolution du climat et de son impact sur ces cultures. Donc, on retrouve les cultures de printemps que sont le tournesol, le soja ou encore le pois de printemps, mais aussi donc les cultures d'hiver que sont le colza et le pois d'hiver. Donc, en général, cette étude, c'est une étude prospective qui met en évidence donc, une hausse globale des températures moyennes, qui va notamment donc, abaisser le risque de gel, notamment pour les cultures d'hiver et de colza, mais en contrepartie, qui va plutôt donc, favoriser un accroissement des vagues de chaleur durant la période estivale et qui risque notamment de pénaliser les cultures de printemps, donc qui sera accentuée, on l'attend, par une baisse de pluviométrie qu'on attend également en période estivale. Donc, ce qu'on remarque également, c'est ce qu'on attend, c'est une hausse de la pluviométrie plutôt en entrée et sortie d'hiver, et on attend que ce soit préjudiciable, notamment pour les phases de semis et de récolte des différentes cultures. Et donc, si on rentre un peu plus dans le détail des impacts par culture de ce changement climatique à horizon 2030 et 2050, ce qu'on attend pour le colza, c'est notamment donc la phase d'implantation qui risque d'être la plus impactée,
avec un déficit des précipitations autour de la période de semis qui risque de s'accentuer. Mais donc, à noter également qu'il y a des risques d'excès d'eau en période hivernale qui pourraient entraîner, qui a déjà pu entraîner la pourriture du système racinaire. Et ce qu'on remarque également et ce qu'on attend, c'est que même si la hausse globale des températures devrait permettre de limiter les dégâts liés au gel, le risque de gel tardif sera toujours présent avec des dégâts qu'on attend justement plus importants du fait eh bien, de l'accélération du cycle du colza. Pour le tournesol, c'est surtout les vagues de chaleur durant la floraison qui risquent de plus pénaliser son développement et d'impacter son rendement. Pour le soja, c'est aussi donc, cette période estivale et de déficit hydrique qui sera plus important durant cette période et qui devrait impacter, en tout cas affecter négativement la floraison et la fructification de cette culture. À noter également donc, que les stress hydriques tardifs affectent le PMG et la teneur en protéines de cette culture. Et pour finir, donc le poids, où on attend donc une augmentation du nombre de jours chauds, donc avec des températures supérieures à 25 degrés, qui devrait avoir un impact sur son potentiel de rendement. Bon, voilà, c'est assez descriptif, mais ça vous permet au moins d'avoir une vision à peu près générale et un peu plus spécifique par culture sur ce qu'on attend en termes donc d'impact du changement climatique pour la filière Oléopro. Et donc, l'enjeu de cet appel à projet, c'est de voir comment justement les technologies numériques vont pouvoir aider nos cultures à s'adapter au changement climatique. Et donc, cette année, on souhaite vraiment porter un focus sur la gestion de la ressource en eau pour ces cultures. Donc, avec notamment cette question de comment, dans un contexte de changement climatique et d'accentuation des événements extrêmes, eh bien, est-ce qu'on peut aider les agriculteurs à mieux piloter leurs ressources en eau à l'échelle de leur exploitation. Donc ça, c'est le premier point donc, sur la thématique de l'adaptation au changement climatique. Donc la deuxième thématique, c'est la traçabilité, donc notamment la traçabilité comme levier pour pouvoir mieux rémunérer les agriculteurs et accélérer le déploiement des pratiques agricoles durables. Donc aujourd'hui, on part du constat que l'agriculture, donc elle est confrontée à des défis majeurs. Donc, elle représente notamment 19% des gaz à effet de serre en équivalence CO2 à l'échelle nationale et que notamment en ça, elle doit jouer son rôle dans la décarbonation. On a également donc l'enjeu du maintien de la biodiversité au travers donc, de la mise en place des services écosystémiques. Et on n'oublie pas non plus donc, le maintien et la qualité de la ressource en eau et la bonne santé des sols. Donc, face à ça, donc, la mise en place et le maintien des pratiques agricoles durables, donc il y a une envie de les mettre en place. Il y a déjà beaucoup de pratiques qui sont mises en place aujourd'hui par les agriculteurs, mais il ne faut pas oublier que ça représente un surcoût. Et donc aujourd'hui, on a essayé justement de lister les différents mécanismes de financement qui existent pour essayer justement de compenser ce surcoût. Donc on retrouve les primes filières, les crédits carbone, crédits biodiversité, mais aussi donc, les PSE publics et privés. Mais donc, ce qu'on remarque, c'est que pour que ces mécanismes fonctionnent, eh bien, il faut réussir, je dirais, à avoir une bonne remontée et traçabilité des informations sur les pratiques qui sont vraiment mises en place sur le terrain à l'échelle des exploitations. Donc, on a vraiment cet enjeu qui est de réussir à tracer les pratiques agricoles durables à l'échelle des exploitations qui constituent aujourd'hui un levier stratégique pour pouvoir mieux les valoriser auprès des acteurs de l'aval de la filière, donc qu'il s'agisse de l'agroalimentaire, du transport ou des industries cosmétiques et chimiques. Et donc, dans ce contexte-là, il y a encore donc, de nombreux défis à adresser autour de la gestion des données, donc, notamment pour répondre à l'hétérogénéité des sources de données, mais également au manque de standards communs pour pouvoir les analyser,
On a aussi des questionnements sur l'accès à des données fiables et certifiées qui sont indispensables dans ces démarches. Et enfin, toutes les questions autour de la gouvernance et la souveraineté de ces données. Donc, dans ce contexte, il nous semblait intéressant de pouvoir vous citer un exemple, donc l'exemple d'une initiative qui a été lancée par CEPOL. Donc, CEPOL, premier transformateur de graines oléagineuses au sein de la filière. Donc, cette initiative, elle se nomme Empreinte, et donc elle a pour ambition de pouvoir promouvoir, accompagner et rémunérer la mise en place de pratiques vertueuses et tracées auprès de l'amont agricole pour servir ses clients. Et donc, ça s'organise autour de 3 étapes. Donc, déjà, on a une première étape de sourcing où CEPOL va recruter donc les agriculteurs prêts à mettre en place ces pratiques agricoles donc, au travers des organismes stockeurs, donc des organismes collecteurs, les OS. Et donc, va leur acheter ces graines de colza et tournesol qui sont issues de pratiques plus vertueuses, donc autour de la régénération des sols, la réduction des intrants, ou pour favoriser le maintien de la biodiversité. Ensuite, à son échelle, donc CEPOL va pouvoir transformer ces graines issues de ces pratiques durables avant donc, de pouvoir les valoriser donc, auprès de ses clients. Et donc là, on retrouve donc les industries agroalimentaires, les transporteurs, les fabricants d'aliments, les industriels de la cosmétique ou de la chimie. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, dans cette initiative, donc CEPOL a développé son propre modèle de calculateur qui est aujourd'hui donc certifié et conforme au GHG protocole. Et donc, c'est à travers ce calculateur que va être émis un facteur d'émission en fonction donc, des données primaires collectées au niveau de la production agricole, mais également au niveau industriel. Et c'est ensuite ce facteur d'émission qui va permettre donc de flécher telle ou telle graine auprès de tel client, avec toujours cet objectif de pouvoir mieux les valoriser et ensuite donc de pouvoir redistribuer la valeur perçue à l'échelle des OS puis des agriculteurs. Donc, voilà pour cet exemple. Et donc, face à cet enjeu donc, de traçabilité, aujourd'hui, donc l'objectif de l'appel à projet, c'est de pouvoir trouver des technologies numériques qui vont permettre donc d'améliorer cette traçabilité et d'accélérer donc l'adoption de ces pratiques agricoles durables. Et donc là, on cite 2 cas d'usage. Donc, c'est à la fois assurer que les données sur les pratiques agricoles soient captées de manière rigoureuse, homogène et interopérable entre les outils et les acteurs. Et aussi un deuxième point, de pouvoir réussir à affiner les itinéraires techniques grâce à l'analyse croisée des données de traçabilité et des données en lien avec la qualité des récoltes. Voilà pour la deuxième thématique. Et vous venez venir sur la troisième et la dernière thématique qu'on souhaite adresser. Donc, c'est la gestion des bioagresseurs avec cette notion de pouvoir de gestion de ces bioagresseurs qui reste un enjeu majeur pour la filière, avec notamment qui est accentué par le contexte donc de diminution du nombre de substances actives disponibles pour pouvoir lutter contre ces ravageurs. Et il y a aussi le contexte donc d'accentuation des phénomènes de résistance à certaines familles, notamment d'insecticides ou d'herbicides, donc qui viennent accentuer cet enjeu. Et le deuxième point, c'est le changement climatique dont on parlait au travers de la première thématique. Mais donc ce changement climatique, il crée aussi des incertitudes sur l'évolution des cycles des ravageurs. Et aujourd'hui, on se pose la question de est-ce que les bioagresseurs d'aujourd'hui seront les mêmes demain, avec également des questions sur l'évolution aujourd'hui des variétés résistantes qui ont déjà été développées et de comment ces résistances vont évoluer dans le temps dans ce contexte de changement climatique. Donc, on voit, c'est un sujet majeur et complexe. Et donc, on a essayé ici de vous lister les principaux ravageurs, on va dire, préjudiciables pour nos cultures. Donc, je vais les citer assez rapidement, mais donc pour le colza, on retrouve globalement les ravageurs d'automne avec la grosse altise et le charançon du bourgeon terminal, mais on n'oublie pas les mini-gettes et le topin.
Pour le tournesol, c'est le dégât des oiseaux, les pucerons et la gestion des limaces. Pour le pois, on retrouve également les pucerons, dégâts d'oiseaux, lapins et lièvres. Et enfin, pour la lentille, on retrouve la bruche et le puceron vert. Et pour finir, donc le lin, avec la problématique donc, de gestion également de l'altise et des trips. On souhaitait vous faire un petit focus sur la limitation des dégâts d'oiseaux aux cultures oléopro, qui représentent aujourd'hui encore un enjeu, enfin, je le citais juste avant, mais majeur pour nos cultures. Donc en effet, on fait aujourd'hui le constat que cette problématique elle a un impact économique qui s'élève à aujourd'hui plusieurs dizaines de millions d'euros. On fait également le constat qu'il y a eu peu d'investissements à ce jour en termes de recherche fondamentale et de R&D sur le sujet, même si on tenait à citer notamment le projet LIDO qui est finalisé et qui a été porté par Terra Innovia en partenariat avec notamment l'INRAE et l'ANAMSO. Un troisième constat qui est également qu'à ce jour, il y a peu de solutions, même pas de solutions efficaces aux dégâts d'oiseaux. Et que ça peut entraîner comme conséquence l'abandon de têtes de rotation jugées trop risquées sur le sujet, et on cite notamment donc, le tournesol ou les légumineuses à graines. Donc, juste quelques éléments, on va dire, qui proviennent de Terra Innovia sur le sujet. Mais donc, entre 2016 et 2022, il y a plus de 17 000 hectares qui ont été déclarés avec des dégâts d'oiseaux. Et on remarque que c'est principalement donc, le stade plantule qui est impacté derrière le semis. Mais donc, ça montre aussi l'importance, je dirais, parce que on se dit que voilà, on est face à un impact économique qui s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros, et finalement, dans les faits, on n'a que 17 000 hectares déclarés. Mais donc, il y a vraiment un enjeu et une importance de pouvoir déclarer les dégâts d'oiseaux réalisés à l'échelle du territoire. Et donc, il nous semblait important de rappeler qu'aujourd'hui, il y avait une application qui avait été développée par la Chambre d'agriculture sur le sujet, donc à destination des agriculteurs, mais globalement des acteurs du territoire, pour pouvoir mieux les signaler. Et donc, juste un petit topo sur les stratégies qui existent et qui sont aujourd'hui considérées comme non satisfaisantes. Et donc, il y a la stratégie autour des répulsifs et des effaroucheurs qui visent à repousser les oiseaux. Et donc là, on a un effet qui est partiel, proche de zéro en cas de forte pression. Ensuite, donc, il y a la stratégie de les perturber, notamment avec la mise en place de couverts. Donc là, on a des bons résultats, mais donc il y a des difficultés qui sont rencontrées concernant tout ce qui est conduite enfin, mise en place de ces pratiques. Et ensuite, donc, il y a les deux dernières stratégies qui sont donc, de cantonner, je dirais, les oiseaux dans à un endroit, donc à travers des bandes attractifs ou de l'agrainage dissuasif. Donc là, c'est considéré comme pas au point. Et enfin, donc, il y a il y a la phase de la stratégie de destruction, donc avec notamment une possibilité donc de toucher ces oiseaux hors période de chasse, mais on voit un effet immédiat, et il y a une bonne régulation à long terme, mais il y a des difficultés au niveau de la mise en pratique, et on le sait, ce sont des pratiques qui sont controversées aussi au niveau sociétal. D'où l'urgence d'adresser cette problématique. Et donc, si vous êtes plus intéressé sur le sujet, il y a notamment un webinaire qui a été donc, mis en place par Terra Innovia sur le sujet. Donc, je vous invite à le consulter pour en savoir plus. Donc, pour finir sur les thématiques prioritaires de recherche de cet appel à projet, donc au travers de cette troisième thématique, l'idée, c'est de pouvoir voir comment les technologies numériques peuvent aider dans la gestion des bioagresseurs, avec trois cas d'usage. Donc, il y a le premier cas qui est comment est-ce qu'on peut réussir à faciliter notamment l'intégration des biosolutions au sein donc, de la protection intégrée, au sein de la stratégie de protection intégrée à mettre en place ou déjà mise en place par les agriculteurs. Donc là, on est plutôt sur l'accélération du déploiement de biosolutions déjà existantes. Ensuite, il y a tout ce qui est accélérer la découverte de nouvelles molécules pour la gestion des bioagresseurs. Et là, on pense notamment à l'IA qui est un accélérateur qui peut être un accélérateur sur ce sujet. Et enfin, troisième cas d'usage, donc sur l'amélioration du monitoring des dégâts d'oiseaux et le développement de solutions pour leur gestion à l'échelle des territoires.
J'en ai fini. Je laisse maintenant la parole à Antoine pour que vous Super. puissiez tout savoir sur l'appel à projet. Merci Camille. Donc, entrons un peu dans le cœur du réacteur sur cet appel à projet, sa structuration. Donc, vous l'avez compris, hein, l'enjeu est clair maintenant. Donc, c'est adresser les problématiques qui vous ont été détaillées juste avant. Cet appel à projet, il s'adresse aux entreprises et startups donc, actives dans le numérique, qu'elles soient adhérentes ou non hein, à la ferme digitale. Euh, et c'est un appel à projet qui se veut large. Euh, donc, le type d'entreprise ciblée peut déjà travailler sur l'agriculture, comme ne pas du tout encore avoir travaillé sur des problématiques agricoles, c'est important, puisque il arrive parfois, voire même souvent, que des technologies soient développées à destination d'autres marchés. Je sais pas, on peut penser au médical, on peut penser aux militaires par exemple, et qu'elles trouvent en réalité des cas d'usage en agriculture. Ça, c'est un point important. L'enjeu étant, in fine, de pouvoir répondre à l'une des thématiques prioritaires qui vous ont été expliquées juste avant. Et bien sûr, il faut que ces entreprises et ces startups, elles aient la volonté de valider une preuve de concept. Hein. On est bien dans une démarche de POC. Et également, donc c'est et ou d'accompagner la partie scale-up de la solution déjà existante. L'enveloppe, Camille vous l'a dit, on est sur 250 000 euros pour 2 à 5 projets. Ça fait donc un montant unitaire par projet allant de 50 à 125 000 euros, avec, il faut que vous l'ayez en tête, un subventionnement, une participation maximale à hauteur de 80% du coût total des projets sur une période qui ne pourra pas excéder 3 ans. Vous retrouvez ici les dépenses prises en charge, assez classiques, somme toute, dans le cadre d'appel à projet, et le format de l'aide qui sera alors attribué sous forme alors de subvention ou d'avance remboursable, ou les deux, ça va vraiment dépendre du type de projet. Euh, on aura un calendrier de versement qui va suivre quelque chose d'assez classique, encore une fois, hein, 3 échéances la plupart du temps, à la signature, à la remise du rapport intermédiaire et enfin à la remise du rapport final. Et je vous l'évoquais, dans le cas d'un succès ou d'un produit, du développement d'un produit qui a vocation à devenir commercial, pourrait être envisagé de mettre en place un format se rapprochant plus de l'avance remboursable. Les modalités de sélection des projets, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un comité technique donc, qui va évaluer l'ensemble des dossiers de candidature. Et donc, ce comité technique, il est composé donc d'au moins un représentant donc, de Sophie Protéol, d'un expert de Terrinovia, d'un représentant également de la ferme digitale, mais aussi donc d'un représentant agriculteur. Et donc après réception, je dirais, de l'avis émis par le comité technique, il y a ensuite une deuxième phase qui est la validation du financement par notre comité de gestion du FASO. Donc c'est un comité décisionnel qui se compose donc de 5 agriculteurs et qui vient valider le financement attribué aux différents projets. Ensuite, en termes de critères de sélection, donc, on a essayé de lister l'ensemble des points qui sont pris en compte dans le cadre de l'analyse des dossiers. Donc, il y a d'abord donc, la retombée du projet pour la filière et notamment pour les agriculteurs. On a également donc, la pertinence du projet par rapport aux thématiques prioritaires qu'on vient justement d'évoquer. Il y a le caractère innovant et original du projet qui est également pris en compte. Ensuite, donc tout ce qui est lié au délai d'obtention des résultats. L'idée, c'est qu'on souhaite justement soutenir des solutions qui puissent être développées et qui soient accessibles, on va dire, assez rapidement auprès des agriculteurs. On n'est pas sur des projets à horizon 10-15 ans qu'on pourrait trouver plutôt sur typiquement la recherche semencière.
donc plutôt court terme, ensuite court-moyen terme. Ensuite, on retrouve l'adéquation du partenariat mis en place. Ça aussi, c'est un point qui est important pour nous, l'aspect collaboratif du projet. Comment est-ce que le projet peut réussir à mettre en avant un partenariat solide qui permette donc d'avoir une complémentarité d'expertise. Ensuite, la notion de nature des livrables qui seront mutualisés. Donc, il y a quand même un enjeu de venir nourrir globalement la filière par rapport aux thématiques qui ont été évoquées. Et ensuite, dernier point, c'est le coût du projet, s'assurer qu'il soit pertinent par rapport aux objectifs et aux tâches qui pourront être listées au sein du dossier. Et un dernier point, on voulait insister sur le fait de penser à l'interopérabilité dès la phase, on va dire, de construction et mise en place du projet, concernant tout ce qui est données et outils pour éviter justement qu'il y ait un fonctionnement en silo. En termes de prochaine étape, je vois l'heure qui tourne, mais donc à retenir, donc il y a déjà la deadline de remise d'une manifestation d'intérêt. Donc vous le verrez au sein des dossiers de candidature, c'est en gros remplir la partie liée au résumé du projet. Et là, on vous invite à vous envoyer cette manifestation d'intérêt avant le 10 novembre. Et ensuite, donc deuxième deadline, qui est fixée au 15 décembre, où là, c'est vraiment donc la clôture de l'appel à projet avec l'ensemble du dossier de candidature qui doit nous être envoyé, rempli et complété. Et donc, on reste bien sûr disponible pour répondre à toutes vos questions au moment justement de compléter ce dossier. Donc, vraiment, n'hésitez pas, comme écrit juste ici, à me contacter notamment par email pour pouvoir compléter votre dossier de candidature. Voilà, on va bientôt finir le webinaire, mais je pense qu'on peut quand même prendre les questions, parce que l'objectif, c'était quand même de pouvoir d'être le plus clair possible et que vous ayez toutes les cartes en main pour pouvoir justement candidater à notre appel à projet. Donc, n'hésitez pas à nous poser dès maintenant vos questions. On a déjà quelques questions, Camille, dans le chat. On a une question sur le sujet à qui s'adresse l'appel à projet. Est-ce que c'est aux entreprises et startups ou est-ce que c'est également aux universitaires et partenaires académiques? Je pense qu'en priorité, cet appel à projet, il s'adresse plutôt donc aux structures privées, donc je pense aux entreprises, et là, comme on le disait, aux startups, mais pas que. Globalement, entreprises innovantes qui sont spécialistes du sujet du numérique et qui ont des choses à apporter sur nos thématiques. Après, je dirais que l'investissement justement des structures académiques sera vraiment favorisé en tant que partenariat dans le cadre des projets qui peuvent être déposés dans le cadre de l'appel à projet. Donc je vois plutôt effectivement un investissement des structures académiques dans le cadre de partenariat des projets. En d'autres termes, Camille, des porteurs de projets préférentiellement privés qui peuvent constituer des consortiums avec des partenaires académiques, si on le reformule. Et j'en profite également pour insister sur le fait qu'une attention particulière sera portée sur l'aspect collaboratif des projets. Et justement la mutualisation des compétences autour des projets. On a une question, Camille, autour du sujet des biosolutions. Est-ce que l'appel à projet pourrait s'adresser à des partenaires développement de nouvelles solutions de biocontrôle sur les ravageurs clés qu'on a pu citer, et on vise plus particulièrement à Essai Labo ou Auchan, ou est-ce que cet appel à projet est réservé à la partie OAD technologie numérique?
projet est vraiment dédié pour le coup au numérique cette année. Après, justement, de par cette notion de partenariat, on peut très bien réussir à intégrer justement, voir comment le numérique peut aider à développer ces biosolutions indispensables pour nos cultures. Mais je pense qu'il est important de rappeler effectivement que cette année, on est vraiment euh, sur la thématique du numérique et plutôt de l'accélération du déploiement. Après, comme je le disais dans le cas d'études, il y a notamment cette notion de le numérique pour le déploiement, mais aussi pour typiquement l'identification de nouvelles matières actives qui viendraient compléter la boîte à outils existante. Donc voilà, et rien n'empêche, dans tous les cas, je pense qu'il y a cet appel à projet, mais comme tu le présentais, Antoine, Sophie Protéol, au travers du FASO, peut aussi intervenir dans le soutien de projets spécifiques. Donc, je dirais ne pas hésiter à nous contacter directement pour pouvoir justement en discuter et identifier de potentielles synergies, même si ça ne se fait pas dans le cadre de cet appel à projet. Exactement. J'enchaîne sur les questions. Est-ce que les négoces sont éligibles à cet appel à projet? Alors, oui, totalement. Oui. On est d'accord. Et est-il possible de connaître les lauréats des années précédentes? Je vais répondre moi-même à la question. On vous invite à aller sur le site de Sophie Protéol, où vous retrouverez dans les publications et dans la section innovation l'ensemble des publications, et vous retrouverez notamment des articles très détaillés sur les lauréats de la dernière édition, qui ont été mis en avant d'ailleurs au SIA 2025. Est-ce que les PME start-up belges ou suisses qui ont une activité en France sont éligibles? Complètement. Même chose que pour les OS. Je dirais qu'avec la seule condition on va dire, justement apporter de la valeur ajoutée au niveau de la ferme France. Ça, c'est vrai que c'est vraiment un mantra côté Sophie Protéol, et je dirais aussi, je pense, Terinovia, mais ce côté où on travaille pour l'innovation à l'échelle nationale, mais avec plaisir pour pouvoir accueillir, je dirais, les innovations, notamment belges et suisses, sur notre territoire. C'est clair. Donc, il faut quelque part que le projet ait un impact sur la ferme France. Peut-on candidater en tant qu'entreprise seule? Je pense qu'on rejoint un peu une remarque qui a déjà été faite, mais la réponse est oui. Néanmoins, une approche collaborative sera privilégiée. Question suivante. Y a-t-il de la mise en relation avec des acteurs de la filière Oléopro qui seraient volontaires pour tester les solutions? Justement, je pense que c'est un gros point positif de cet appel à projet. Je pense qu'une de nos forces, c'est justement d'être en lien avec les différents acteurs de la filière. Donc, au travers des projets, on peut très bien, en fonction des besoins, réussir à pouvoir identifier des acteurs. Et on l'a vu au travers de projets lauréats les années précédentes, de pouvoir intégrer, on va dire, des acteurs de la filière au sein notamment typiquement des comités de pilotage de suivi des projets. Et il y a notamment au travers de la participation de Terinovia au sein de l'appel à projet, c'est de pouvoir compter sur aussi leur expertise agronomique pour nourrir, je dirais, le projet et la réflexion autour du projet. C'est clair. Encore quelques questions dans le temps qui nous reste. Faites-vous de la mise en relation avec les acteurs comme les agriculteurs pour effectuer des interviews afin de bien comprendre les métiers, les contraintes, les enjeux? Je dirais que ça peut se traduire directement, comme on le disait, mais typiquement, il y a déjà Terinovia, on va dire, qui est un acteur ancré dans les territoires, et je dirais qu'il y a beaucoup de liens du coup avec les agriculteurs. Et côté Sophie Protéol et le FASO, du fait de son mode de financement et aussi de toute l'instance décisionnelle qu'il y a autour de ce fonds de financement, où on a vraiment des agriculteurs qui sont intégrés dans la phase de décision et de sélection des projets. On peut effectivement avoir ce rôle de mise en lien avec des agriculteurs si besoin. Tout à fait.
Une question qui revient, peut-on postuler sur plusieurs thématiques ou faut-il se concentrer sur une seule thématique et peut-on, du coup, c'est la question qui découle, déposer plusieurs projets? Je dirais que naturellement, c'est vrai qu'en fait, les thématiques s'entrecroisent. On le voyait notamment au travers de la gestion des bioagresseurs. On voit bien que en fait, le changement climatique a un impact sur les bioagresseurs et il faut l'intégrer dans nos stratégies. Donc, je dirais que oui, pour la partie multi-thématique. Après, pour déposer plusieurs projets, je dirais pourquoi pas. Mais avec le risque, j'imagine que du coup, ça représente une charge de travail assez énorme. On est Euh, d'accord. donc, ne pas non plus se perdre là-dedans. Oui, quelque part, on vous retourne la question en tant que déposant, peut-être concentrer vos efforts sur la thématique sur laquelle vous vous sentez la plus à même d'apporter des solutions concrètes. Je pense Euh, que du coup, la phase, on va dire, de manifestation d'intérêt au travers de la rédaction d'un résumé peut être aussi une bonne façon de pouvoir tester vos idées, parce que c'est vraiment ce but-là de pouvoir rédiger, je dirais, un premier résumé. Je pense que ça ne demande pas trop d'investissement et nous, ça nous permet effectivement de vous orienter en fonction. L'aspect disruptif et innovant est-il un élément crucial pris en considération? Quelque part, la question, c'est on peut déposer un projet pour une preuve de concept ou un scale-up de solutions déjà existantes. Alors, je vais répondre partiellement. L'idée, c'est bien double, hein. C'est un POC ou participer au scale-up, mais l'idée, c'est primaire, c'est d'appliquer la solution aux Oléo Pro. Et donc, si c'est une solution déjà existante qui est appliquée à un autre secteur, je parlais tout à l'heure du médical, de la défense par exemple, je prends un exemple farfelu, mais un drone qui pourrait être utilisé pour des missions de défense et qu'on souhaiterait, on se dit qu'il y a quelque chose à faire sur les technologies utilisées dans ce cadre-là, mais en agriculture. La solution a beau être déjà développée, nous, on pourra accompagner le projet dans le cadre de l'appel à projet, puisqu'il s'agit bien de transposer la techno aux Oléo Pro et d'apporter quelque chose qui n'existe pas quelque part pour la filière Oléo Pro. Il faut plutôt se mettre du point de vue de l'agriculteur exploitant d'Oléo Pro, l'idée étant de lui apporter de nouvelles technologies à son échelle et pas forcément d'apporter une nouvelle technologie euh, dans l'absolu. Je ne sais pas si je suis très clair. Eh bien, il est déjà 47. Allez, une dernière question. Je remonte pour voir si j'en ai oublié des cruciales. Euh, tac, tac, tac. Je crois qu'on a quasiment répondu à tout. S'il y avait un projet autour de Terrinovia, donc peut-être pour Julie, si le projet s'inscrit à la suite de projets d'expérimentation réalisés avec Terrinovia, comment seraient financées les contributions à venir de Terrinovia? Bon. Je vais essayer d'y répondre du coup. Je ne sais pas exactement sur quoi vous avez travaillé, mais c'est pertinent en tout cas de le porter. On peut faire partie de votre équipe projet partenaire. Après, on ne sera pas financé directement parce que nous, on fait partie du jury. Par contre, si vous qui êtes porteur de ce projet-là, on ne sera pas porteur du projet Terrinovia, mais si vous êtes porteur de ce projet, vous citez parce que vous avez besoin de Terrinovia dans telle et telle action, je pense que c'est plutôt vous qui êtes financé par le fonds FASO, enfin le porteur, et après, ça sera à voir, Terrinovia sera vu comme un client finalement de vous par rapport à votre besoin. Mais n'ayant pas plus d'éléments précis, je ne peux pas répondre plus que ça. Mais en tout cas, ça me paraît essentiel de savoir que nous, on est membre du jury. Du coup, on fait partie, on cherche des nouvelles contributions. Si vous avez besoin de nous, on est OK pour participer, mais on ne sera pas directement financé par ce fonds FASO. Ça me paraît en décalage, vu qu'on fait aussi partie du jury. On est là pour Exactement. favoriser des nouvelles initiatives qui viennent de l'extérieur et pas qui viennent de nous. C'est très clair. Allez, ultime question, au-delà du livrable, attendez-vous des réalisations côté produit dès la candidature ou alors la réalisation concrète du POC peut-elle avoir lieu en 2026? Oui, je pense que on ne s'attend pas forcément à avoir. Enfin,
Je dirais que le projet, si on a l'étape de POC, il faut qu'à la fin du projet, on puisse avoir une vision de se dire, OK, le POC est réussi ou pas réussi, on passe à l'étape suivante. Enfin, je ne sais pas si je réponds totalement à la question, mais on va dire que ça dépend du projet. Mais c'est vrai que comme c'est des projets qui vont de 2 à 3 ans, on ne s'attend pas non plus forcément qu'au bout de ces 2 à 3 ans, même si c'est mieux, hein, mais qu'on ait un projet, un produit commercialisé qui soit directement lancé sur le marché. Et donc, quelque part, la réponse est oui, le POC peut être mené sur 2026, puisque le projet, comme vous l'avez compris, il peut aller jusqu'à 3 ans. Voilà, je pense il est temps, Camille, de clôturer le webinaire. Et Bien, évidemment, si vous avez des questions complémentaires, bah, n'hésitez pas à nous contacter, hein, on est à votre disposition. Et puis, vous l'avez compris, la première étape, c'est de vous manifester. un grand merci pour votre écoute et on reste à dispo. Bonne Merci journée à à tous, à tous. bientôt.